Merci à vous, merci de la richesse des informations, des réflexions, des interrogations partagées, portées. Je voulais dire un mot sur le service public et puis peut-être, puisque la discussion s'esquissait sur le service public, j'avais envie de citer Jean Vilar pour rappel, mais aussi avec le Théâtre National Populaire ou le Festival d'Avignon, mais aussi Jack Ralite, et donc l'évocation de l'audiovisuel public me touche également profondément. Pourquoi ? Parce que Vilar évoquait l'idée de trois principes fondamentaux qui constituaient le socle du service public. La première chose qui était la liberté de création artistique et offrir les conditions de possibilité à cette liberté de s'exprimer. Ça rejoint la dimension qui a été évoquée sur la beauté, et plus encore que sur la beauté, sur l'économie politique de la condition de possibilité de cette beauté. On pourrait citer Schiller, comme dans les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, qui disait « Tout devrait commencer par la beauté, et c'est ce qui nous permettra d'accéder à la moralité et à la politique, donc à la cité. » Et il fallait commencer par la beauté, donc pour Schiller. Et on pourrait évoquer aussi la beauté qui, pour Nietzsche, qui définissait la culture comme les moments les plus sublimes, qui se transmettent de génération en génération et qui permettent à l'être de vivre dans le monde où nous vivons. Et donc, s'il y a une rupture de transmission, une rupture de mémoire, c'est quelque chose de tragique. Donc, le premier pilier pour Vilar, c'était la création artistique. Le deuxième pilier, qui était absolument à égalité, puisqu'il disait que les deux priorités étaient le poète et le public. Donc, le deuxième élément constitutif du socle du service public était le public, l'adresse au public. Et j'étais très sensible à la dimension évoquée par les bibliothécaires de la BPI, de la BNF, etc., et à l'ensemble, la caisse de la radio aussi, de l'adresse au public, qui est la considération absolue, en effet, du service public. Jean-Pierre Séguin, qui était fondateur de la BPI, disait le service public, c'est le service du public, et de se mettre au service du public. Et lorsque Aurélie Sol évoquait l'idée que ce qui la faisait se lever le matin, ce n'était pas les injonctions technocratiques, mais l'idée qu'il fallait se battre pour les valeurs de service public jusqu'à 22h, vous en savez quelque chose. Et le troisième élément que Jean Vilar évoquait comme constitutif du service public, c'était le rapport à la cité, c'est-à-dire la responsabilité. La responsabilité, non pas la responsabilité comptable aujourd'hui, comme la dimension de la comptabilité analytique nous y conduit, ni la responsabilité morale et juridique, puisque à chaque fois, aujourd'hui, on pense la responsabilité en termes d'imputation. Ah, vous êtes responsable si vous avez un accident du travail à 2 heures du matin en répétition parce que ça devait se terminer à 1 heure du matin. Ça, c'est la responsabilité morale et juridique qui est antithétique de la responsabilité politique. La responsabilité politique, c'est pouvoir porter des choses en deçà ou au-delà des règles technocratiques et comptables, etc. Et la responsabilité politique est pas loin de l'abdication, sauf que vous me réconfortez fortement lorsque j'entends qu'il n'y a pas du tout de résignation et d'abdication, mais au contraire d'efforts de résistance, et j'en dirai juste un mot. Donc le service public pour Vilar, c'est création artistique, le poète, le public et la cité. Et avec la beauté se conjoint la pluralité. Et c'était le mot, un des maîtres mots parmi bien d'autres que Jack Ralite évoquait lorsqu'il a fondé, avec plusieurs artistes, les États généraux de la culture. Donc, lorsque la chaîne de Berlusconi arrive, M6, la privatisation de TF1, etc. Et donc, il y a un mouvement spontané, qu'on pourrait dire quasiment enfin, presque en référence à Rosa Luxembourg. Enfin, là, c'est venu comme ça. Les États généraux de la culture, en 1987, avec le Zénith, etc., qui défendaient la pluralité de la création, précisément pour s'opposer au rouleau compresseur que l'on voulait dans les accords du GATT puis de l'OMC, en faisant en sorte que la création artistique et la culture soient un bien comme un autre, alors même qu'il y avait peut-être une spécificité, point d'interrogation, et c'était tout l'enjeu de poser la question de l'exception culturelle. Et à ce moment-là, y aurait-il une économie politique spécifique pour soutenir cela ? Je dirais que la question du service public nous conduit à 3 enjeux, et je m'arrêterai là. Le premier qui est en effet la question des valeurs. J'ai été frappé, comme tramant, l'idée que plusieurs personnes ont dit on a gagné la bataille des valeurs. Et j'entends combien, en effet, il y a un antagonisme des valeurs fondamentales et un antagonisme irréductible des valeurs qui se joue actuellement. Marx évoquait le conflit de classe au XIXe siècle et il existe toujours. Max Weber évoquait le conflit de valeurs et il existe toujours. Il y a les deux aujourd'hui, les deux.
Et je pense en effet que ça se joue aux valeurs, sur la question des valeurs. Et ce qui me touchait, c'est que je ressentais véritablement dans la référence à l'attachement au métier, qu'il y a un rapport organique aux valeurs. Là, vous posiez la question, mais est-ce qu'ils sont comme nous, enfin, par rapport à cette dimension de neutralisation technocratique, bureaucratique des valeurs. Et donc, oui, en effet, il y a des questions de valeurs qui se jouent et qui conduisent à la question du politique. C'est le deuxième enjeu de mon point de vue, parce que j'étais très frappé, en effet, parce qu'on a le sentiment, là, Anne, Laurent, enfin, j'étais très, très étonné par rapport à Radio France, enfin, pas étonné, malheureusement, mais très frappé d'une chose, c'est qu'on a le sentiment que c'est très clair ce qu'ils souhaitent, cette casse, ce mépris associé, et qu'il n'y a aucune politique d'envergure, aucune vision, aucune réflexion. Et ça me faisait penser à un titre d'Agamben qui disait « moyen sans fin, sans finalité ». Sauf que là, c'est pire. C'est pas moyen sans fin. C'est moyen sans fin et sans moyen. C'est-à-dire qu'il y a une double destitution et des finalités et de toute possibilité de mobiliser quelques moyens. C'est-à-dire que c'est de la négation. C'est vraiment... Et j'en viens donc à la question de la résistance, parce qu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup de rapports de pouvoir. Et si la négation est présente, c'est que je pense que là, le projet est clair. Mais ce n'est pas propre au gouvernement actuel. Je pense que tout gouvernement, qu'il soit autoritaire, fasciste, totalitaire, pseudo-démocratique, je ne sais pas comment dire, bute sur un élément, qui est le pouvoir de l'imagination. Et ce pouvoir de l'imagination, qui est le propre de la création artistique, c'est comme une puissance. Et on ne peut rien contre la puissance. Le pouvoir, c'est des rapports de force. Et ils pensent comme ça, sur un mode énergétique, musculaire. Ah, ils vont céder. Budgétaire. Ah, ils vont céder. On a presque envie de dire militaire. Au titre presque des deux blocs. Division des Pershing, tout ça. Ils vont céder. Non, c'est peut-être un rapport de force, mais pas uniquement. Le rapport de force suppose des rapports de pouvoir, deux entités. La puissance, c'est comme un attribut. Et l'artiste ou l'écrivain ou le poète le porte le plus souvent. Et en ce sens, il y a comme quelque chose qui serait peut-être inattaquable et qui peut créer du désespoir ou de la désespérance malgré les apparences. Je ne sais pas comment dire chez l'adversaire, parce que là, c'est comme si... En tout cas, pourquoi je dis adversaire? Au titre des adversités que je rappelais en introduction, ou qui ont été rappelées. Et comme Gramsci a été évoqué, je pensais à un autre auteur, Pasolini, que Jack Ralite aimait bien citer, qui évoquait l'idée que, à propos des Lucioles, mais que cette puissance de réflexion nous permettait de retrouver ce qu'il appelait le véritable sourire de l'espérance. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui en vous écoutant, derrière, parfois, des désespoirs ou des désespérances aussi qui pouvaient être présents. Et je terminerai par ceci. Là, je citerai Claudio Magris dans un très beau livre intitulé « Désenchantement et utopie », qui disait « On ne peut peut-être plus être utopiste ou utopique comme on l'était, parce qu'il faut accueillir le désenchantement. » C'est la seule manière, peut-être, d'être responsable dans la référence à l'utopie. Et j'ai le sentiment que c'était bien la tension qui était là présente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de désenchanté, y compris dans la manière de voir à l'œuvre la destitution de la pluralité par rapport au cinéma, peut-être de la beauté, etc. Je reprends ces termes, je les assume. Et par rapport à cela, je ressens en effet, puisqu'il s'agit de transmission et de valeurs, qu'on entre bien dans une guerre d'usure, je pense. Et j'étais sensible à la question des temporalités des résistances. Les temporalités des débats anciens, les débarras présents, et de l'enjeu de créer autour des pluralités de formes de résistance des complémentarités. Et je pense à deux types de résistances qui se sont donnés dans la longueur et qui ont... Je vous laisse décider, parce que je pense que juger à l'aune du succès ou de l'insuccès n'est pas toujours bon.
Mais je pense, du coup, aux États généraux de la culture, plus de 10 années, pour défendre l'exception culturelle. L'actuel président de la République est le premier à avoir assassiné. L'exception culturelle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'avec la lettre de Nicolas Sarkozy à Christine Albanel du 31 juillet, qui disait qu'il faut subventionner uniquement l'offre culturelle qui répond à la demande, ce qui était la négation pour l'aide à la création artistique et le boulevard pour les industries culturelles. Ça, c'était déjà clair et net. L'actuel président de la République nous dit qu'il n'y a pas d'exception culturelle. Il y a au moins débat. On peut en débattre. Et donc, les États généraux de la culture, Jack Ralite avait, dans ses combats, fait capoter les négociations du GATT et de l'OMC. C'est pas rien. Et là, c'est de l'endurance, de la pugnacité, de la persistance, de la constance dans le combat, dans l'engagement. Et le deuxième exemple historique que j'ai, c'est celui décalé, peut-être, mais par rapport aux marches, par rapport aux formes de mobilisation, par rapport à la grève, qui en fait, les marches des 5 000, puis 10 000, puis 20 000 Allemands de l'Est qui marchaient le lundi à Leipzig, en septembre 89. Le 4 octobre 89, le 9 octobre 89. C'était les lundis de Leipzig. Puis à Berlin-Est, avant la chute du mur de Berlin du 9 novembre, le 4 novembre, 500 000 Allemands de l'Est marchaient le 4 novembre. Et le 4 novembre, on ne savait pas que le mur tomberait. Et j'ai cité que 89, Leipzig et Ostberlin. Mais ça débutait en 81, 82, 84, etc. L'endurance, la persévérance, la constance, c'est peut-être ce à quoi nous sommes condamnés. Mais en effet, je pense que non seulement il y a une pluralité de formes de résistance, et je voudrais, derrière cette constance et ce long combat peut-être qui s'annonce, réévoquer vraiment cette idée du sourire de l'espérance que Pasolini nous offrait en dépit du doute qui nous mettait sur les lucioles ou la disparition des lucioles. Je vous remercie. Merci Laurent. Merci infiniment, Laurent. Rémi, alors il y avait deux prises de parole très rapides, s'il vous plaît, et après, on donnera la parole aux intervenants qui le souhaiteraient. Et après, il nous faudra libérer la salle. Bien sûr. Alors là, il y a un vrai problème quand même, c'est-à-dire que, compliqué quand même pour moi de prendre la parole après Laurent Fleury. Un peu un père spirituel pour tous les masters, là, c'est compliqué. Après, non, j'ai pas envie d'avoir ce mot de la fin là, j'allais répondre avec une rhétorique politique qui serait malvenue. Voilà, simplement parce que, oui, j'ai quand même le sentiment que vous m'avez peut-être un peu pris pour le bouc émissaire en me regardant dans les yeux alors que j'ai posé une question ouverte qui... ça aboutit à ces beaux débats quand même et j'en suis fier. En tout cas, merci beaucoup à tous, vraiment. C'était incroyable. Je peux laisser le micro sans problème. Okay. Il y avait une prise de quelqu'un qui voulait parler. C'est fini. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter un mot ? Je crois qu'il n'y avait pas d'autre prise de parole là. Non, je crois pas. Est-ce que l'un d'entre vous veut... Oui, Barbara. Ils oublient une chose. Peut-être on a compris que les choses ont changé, les temps ont changé. Mais ils sont pas conscients que pour nous, c'est pas un boulot, c'est une passion qui est née avec nous, qui mourra avec nous et contre laquelle ils pourront rien. Moi, je vais finir. Merci, Barbara. Si aucun d'entre vous... Sibylle Weil aurait déclaré « Il est fini le temps où on obtient quelque chose en 3 jours de grève. » Après 60 jours de grève, le Babybel de la culture, qui se présente à Coulommiers, a reçu enfin une délégation de Radio France. Et il a été évoqué que soient remis en cause les modalités de la grève à Radio France. Donc ça en dit long quand même sur la pertinence d'une grève.
je pense que c'est toujours nécessaire et c'est un des moyens auxquels il ne faut absolument pas renoncer. Merci. Alors, sur cette invitation à la grève, cet éloge de la grève et l'ensemble des interrogations qui ont été, je crois, non pas résolues, mais au contraire actualisées, ravivées ce soir, mais aussi ravivées d'une manière qui donne de la vie, je crois, et sur les mots de Laurent qui citait le sourire de l'espérance, je vous invite tous à prendre un verre et à continuer ces discussions autour du buffet organisé par les étudiants de politique culturelle. Je tenais encore une fois à vous remercier. C'était extrêmement précieux de vous entendre, de se réunir. Voilà. Les motifs pour lesquels nous étions ici sont tristes, mais je crois qu'on peut ressortir avec un peu de la joie qui a été évoquée souvent et le sourire de l'espérance, encore une fois, que citait Laurent. Voilà, merci encore. Non seulement être résistant, mais il faut être créatif. Parce que ça leur fait terriblement peur, qu'on soit créatif. Il faut inventer plein de choses, mais vraiment les plus farfelues, quoi. Je suis vraiment convaincue de ça. Être très, très créatif, c'est important. Merci.